Benoît Hamon, ancien ministre, membre fondateur du mouvement Génération et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Jean-Michel Apathy. Que va-t-il se passer Bonjour dimanche? Bruce Toussaint. Bonjour. C'est votre dernière à tous les deux, je crois, non? Moi, c'est ma dernière. Et Celle de Jean-Michel et la mienne demain. Et voilà. Dimanche 17h, parce que le vrai événement, c'est ça, finale de la Coupe du Monde, France-Croatie. Je ne vais pas vous demander un pronostic, Benoît Hamon. Pas un souhait non plus, parce qu'on souhaite tous la même chose. Oui, moi, peut-être, en tout cas, oui, a priori. La victoire de la Croatie, de la France, pardon. Ça représente quoi le football pour vous? Oh, écoutez, moi j'ai pratiqué plus jeune, maintenant j'ai arrêté, très honnêtement. Mais on va football, passer des images d'ailleurs pendant que vous parlez de quoi, de Benoît 90? Hamon sur un terrain de football. Oui, non, mais bon, si j'ai pratiqué comme tout le monde quand on était gamin, quoi. Non, mais c'est surtout que c'est assez génial de se dire qu'on est en finale de la Coupe du Monde, quoi. 20 ans après, même si moi ça me fatigue un peu la comparaison avec 98 pourquoi? mais parce que bon, c'est une Coupe du Monde. J'y étais, comme tout le monde, mais voilà, je trouve que c'est un peu pénible côté 98-2018. Le contexte n'est pas le même. Puis on essaie de faire des parallèles entre les Champs-Élysées, etc. Bon, bref. Donc non, moi je suis très content en 2018 qu'on soit en finale de la Coupe du Monde, indépendamment de ce qu'on avait fait en 98. Et ce qui me frappe beaucoup, pour rien vous cacher, c'est que je trouve que dans cette Coupe du Monde, on a l'impression qu'il y aura pu avoir 10 carrés différents en demi-finale, tellement finalement les équipes étaient assez proches. De bon niveau? Oui, de bon niveau. En tout cas, c'était très très proche, parce que quand on regarde les poules, certaines équipes ou sélections nationales qui ont été éliminées ou au carton jaune, ou à chaque fois on était au touche-touche. Voilà, ça aurait pu être très différent. Donc voilà, France-Croatie, c'est assez inédit. On est pas vraiment inédit, c'est la première fois. Oui, donc, oui, non, mais pronostiquer ça, je dis, il n'y a pas grand monde qui. Non, moi, dans les parieurs. Pas vous, Bruce? Non. Voilà, donc non, moi je suis très content. J'espère qu'on va gagner surtout. Et voilà, on l'espère tous. J'ai une question à 3 sous. Je ne sais pas si vous avez une réponse à la question. J'ai écrit, c'est un sport qui impose au monde entier son modèle économique libéral. Vrai ou faux? Oh, donc, ça rigole pas, Jean-Michel Apathy. C'est sa dernière, donc il se venge. Non, mais je ne sais pas s'il impose quoi que ce soit. Là, bah, si. Si. Non, je ne crois pas qu'il ne faut pas laisser relaissons le foot à sa place. Mais, parce que c'est embêtant de poser une analyse sur le fait économique que représente le football. On critique le libéralisme partout, tout le monde. Voilà. Mais avant d'être un modèle économique, non, mais avant d'être un modèle économique, c'est un sport. Et pourquoi ce sport-là est-il si mondial? C'est parce que vous passez par toutes les formes d'émotions en 90 minutes. L'ennui, la rage, la colère, la joie intense, même parfois totalement incontrôlé, et le football dans tous les grands sports collectifs est celui qui procure le plus de toutes ces émotions à la fois. Vous avez raison, mais c'était un sport régulé depuis l'arrêt Bosman. La liberté pour un joueur d'aller dans un club ailleurs a fait exploser les prix et a imposé un modèle économique. Alors après, il y a un modèle économique, en tout cas pour le football des clubs, ce qui n'est pas tout à fait pareil avec le football des sélections nationales, vous le reconnaîtrez. Mais oui, il y a un modèle économique, et bon, j'ai pu en parler il y a quelques temps. Après, c'est vrai qu'il charrie un argent qui est un argent considérable. La question est, par ailleurs, est-ce que cet argent est toujours très très propre? C'est pas forcément le cas partout. Mais voilà, en tout cas, ça nous donne du bonheur en ce moment. Donc on va pas se plaindre. Voilà, on va en profiter jusqu'au bout. Dimanche, 17h. Et pendant ce temps, que font les députés? Ils discutent, il faut dire que ça ne passionne pas les foules, de la révision constitutionnelle. Et au dernier moment, Emmanuel Macron, le président de la République, a ajouté un amendement. C'était à Versailles lundi. Certains disaient, écoutez, vous êtes un peu comme le roi Soleil, vous venez, vous parlez, vous partez. Et Emmanuel Macron a dit, la prochaine fois, je resterai. On écoute Emmanuel Macron. J'ai demandé au gouvernement de déposer dès cette semaine un amendement au projet de loi constitutionnelle qui permettra que lors du prochain congrès, je puisse rester non seulement pour vous écouter, mais pour pouvoir vous répondre. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, c'est un accès d'humilité, il va rester, il va répondre. Mais le problème de la Ve République, c'est pas que le président de la République reste et réponde, c'est son irresponsabilité devant le Parlement. Ah, c'est ça le problème? Je pense oui, qu'aujourd'hui, nous n'avons pas. Le président de la République s'autorise à convoquer le Congrès, mais n'est pas responsable devant le Parlement. Et il y a très peu, et dans la réalité du dysfonctionnement de la Ve République, procède, à mes yeux, d'une tare ou d'un vice qui est dans la Constitution de la Ve République, qui veut que le président de la République, finalement, concentre beaucoup de pouvoir, mais n'est responsable devant personne, sauf évidemment devant le peuple français s'il se représente. Et il me semble qu'il y a quelque chose de curieux à concevoir qu'il s'agirait d'un
progrès démocratique, et imagine voir le président de la République rester 1 heure de plus répondre au président des groupes parlementaires, quand dans le même geste, il a réduit le droit du Parlement et qu'il, finalement, depuis qu'il exerce la fonction de président de la République, montrait assez peu d'égards vis-à-vis des citoyens eux-mêmes, dans la manière dont il leur parle, et les considère parfois comme de grands enfants qu'il sermonne, dans la façon dont il méprise les corps intermédiaires. Moi, je pense que nous vivons dans une démocratie intermittente. C'est-à-dire qu'entre 2 scrutins, on ne sait pas très bien comment exercer notre devoir Vous n'aimez pas la de personnalité d'Emmanuel Macron, hein? Non, mais ça n'a rien à voir. Je n'aime pas beaucoup la Ve République. Mais sa personnalité a l'air de vous agacer plus que... Non, vraiment, je disais cela auparavant sous François Hollande et auparavant sous Nicolas Sarkozy. Jamais dit sous François Hollande. Nicolas Sarkozy peut-être, mais non, mais jamais dit sur François Hollande. Moi, j'ai toujours défendu qu'il fallait changer d'institution et changer de République. Et c'est pareil pour Emmanuel Macron qu'auparavant. Il en fait, lui, une forme de jouissance aujourd'hui à exploiter toutes les possibilités qu'offre la Ve République de mettre en scène son pouvoir personnel. Je le dis, moi, mon problème, c'est que nous vivons en démocratie intermittente et qu'il y a une forme d'immaturité, à mes yeux, de la République française à accepter que le président de la République soit à ce point finalement irresponsable devant tous les autres contre-pouvoirs, notamment. Pourquoi dites-vous que les pouvoirs du Parlement ont été réduits ? Mais ils sont réduits dans le droit d'amendement, ils sont réduits dans le fait aujourd'hui que, indiscutablement, les pouvoirs de contrôle qui devraient être ceux du Parlement sont, minimum, n'existent quasiment pas. Si on était véritablement dans une démocratie moderne... C'est nouveau depuis 1 an. Mais non, mais là, vous dites c'est lui qui a réduit... Non, mais oui, il vient de les réduire, les droits des parlements, le droit du parlementaire notamment d'amender, aux grandes dames des parlementaires eux-mêmes, et c'est lui qui le fait, et en même temps, il nous promet qu'il restera 1 heure de plus au Congrès à Versailles. Pardon, mais c'est encore un exercice très autocentré. C'est-à-dire que la démocratie s'améliorerait parce que le président de la République, c'est-à-dire lui, resterait 1 heure de plus. On aura les opposants lui avaient reproché de partir, il a dit je vais rester. Donc, oui, mais il répond aussi aux critiques. Mais au fond, vous serez au moins d'accord sur ce point, c'est que l'enjeu pour la démocratie française, c'est pas de savoir si le président de la République reste 1 heure de plus au Congrès. Il est de savoir si ces institutions correspondent à une démocratie moderne. Il me semble que non. Et pour redire, moi je préfère ce qu'était la démocratie en continu, prônée d'ailleurs par Pierre Mendès France, plutôt que cette démocratie intermittente qui veut qu'aujourd'hui, en dehors des scrutins, nous n'exerçons guère notre rôle de citoyen. Et je crois qu'il y aurait un grand progrès à imaginer que les Français soient plus associés aux décisions qui les concernent et n'attendent pas de la démocratie verticale ou de la République verticale toutes les solutions à leurs problèmes. Vous restez avec nous, Benoît Hamon, il est 8h40, l'essentiel de l'info, Claire Flochel. À Strasbourg, 6 mois après la mort de Naomi Moussenga, le parquet ouvre une information judiciaire pour non-assistance à personne en péril. Cette jeune femme est morte en décembre dernier après avoir subi les railleries d'une opératrice du SAMU au téléphone. Le bilan des inondations au Japon s'alourdit à nouveau. Le gouvernement parle désormais de 199 morts. Des inondations et des glissements de terrain, conséquence des pluies diluviennes, les intempéries les plus meurtrières depuis 1982 dans le pays. On parle également d'une 60aine de disparus. Pour la première fois de son histoire, la Croatie va disputer une finale de Coupe du Monde. Les Croates ont éliminé les Anglais en prolongation, 2-1 hier soir. Ils affronteront l'équipe de France dimanche à 17h à Moscou. Et puis un hommage national pour Claude Lanzmann, cérémonie à 15h aux Invalides en présence du Premier ministre Édouard Philippe. Claude Lanzmann, ancien résistant décédé jeudi dernier à l'âge de 92 ans. Il laisse derrière lui une œuvre de mémoire, Shoah, un documentaire de presque 10 heures sur l'extermination des Juifs. France Info. Benoît Hamon, ancien ministre, membre fondateur du mouvement Génération, il est invité de France Info ce matin. Jean-Michel Apathy. Un peu plus d'1 an après l'élection d'Emmanuel Macron, la gauche est toujours dispersée. Les élections européennes auraient pu être l'occasion de regroupements ici ou là. Jean-Luc Mélenchon vous a proposé, dans la perspective de cette échéance, les élections européennes, c'est en mai prochain, de dialoguer. Vous lui avez répondu que le nationalisme de gauche que vous diagnostiquez chez la France insoumise rendait ce dialogue impossible et vous avez vexé. Ça lui arrive parfois d'être un peu colère. Jean-Luc Mélenchon qui vous a répondu comme ceci lundi soir sur BFM. Je ne peux rien pour Benoît Hamon, je crois que personne ne peut rien pour lui. Donc qu'est-ce que vous voulez, pauvre homme? Je ne sais pas où j'ai mis la bouée de secours, je la lui jette dès que je la trouve. Bon, je lui ai proposé de dialoguer pour dire on arrête ce genre de comédie ridicule, parlons sérieusement du fond de ce qu'on propose. Bon, Emmanuel Macron parle aux citoyens comme des enfants, mais j'ai l'impression que Jean-Luc Mélenchon vous morigène comme un enfant. Écoutez, si c'est le pompier Mélenchon qui envoie les bouées de secours, écoutez, moi
Quel est le sujet sur l'Europe? Parlons du fond. Des sujets sérieux. Ouais. Le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon envisage que si son plan A ne marche pas, le plan B, ce soit la sortie de l'euro et de l'Europe. Ça ne marche pas. Moi, je ne prendrai pas le risque, aujourd'hui, d'expliquer aux générations futures qu'on sacrifie la seule belle utopie dévoyée depuis quelques années, la seule belle utopie sur laquelle les Européens se sont construits. C'est-à-dire l'utopie européenne qui est devenue une réalité, hélas, réduite aujourd'hui à un marché, et qu'il faudrait pouvoir reconstruire, notamment en y réinjectant de la démocratie, de l'harmonisation sociale, de l'harmonisation fiscale, mais je ne prendrai pas ce risque-là. Et c'est mon désaccord. Jean-Luc Mélenchon... Ça l'a vexé, nationalisme de gauche. Ça l'a vexé. Peut-être ça l'a vexé, mais peut-être aussi ai-je pointé une réalité. C'est que moi, je ne crois pas que le nationalisme de gauche, ça marche. Je pense que le nationalisme de gauche, ça finit en nationalisme tout court, et que c'est pas bon. Et que c'est surtout pas bon à un moment où on a besoin de coopération et de solidarité. Et voilà, nous avons un désaccord stratégique sur la question européenne. Assumons-les, plutôt que de se livrer à une comédie qui serait... Pardon de le dire, mais à Jean-Luc, je sais bien qu'il adore faire des tweets, mais moi, il a mon téléphone. S'il veut parler avec moi, il m'appelle plutôt que me faire des tweets et me répondre par BFM. Donc je suis ravi de lui répondre sur France Info. Mais surtout, entre lui et moi, on sait très bien que sur cette question-là, il y a un désaccord stratégique depuis longtemps, et que, en tout cas, lui et moi, c'est plus différent au sein de la France Insoumise où les discussions existent. Mais en tout cas, on ne pourra pas s'entendre sur le principe selon lequel on pourrait risquer de jeter l'Europe parce que finalement, le jeu en vaudrait la chandelle. Mais quel jeu? Celui d'une élection en 2022? Moi, je considère que 2022 ne vaut pas de tuer l'Europe d'ici là. Alors, vous dites que le nationalisme, qu'il soit de droite ou de gauche, conduit au nationalisme tout court. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir, sur cette approche de la construction européenne, et si elle échoue, donc un départ, il peut y avoir des rapprochements, en tout cas linguistiques, entre le Front National et... la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon a pu dire dans une émission de télévision que son projet politique était de rendre la France aux Français. De la même manière, on peut noter un apparentement entre Marine Le Pen et puis Éric Coquerel, qui était notre invité la semaine dernière, et tous les deux parlaient du souverainisme. Écoutez ce passage. On est souverain ou on ne l'est pas. On est maître ou on n'est pas maître de notre destin. Aujourd'hui, on n'est pas maître de notre destin. La souveraineté populaire pour Marine Le Pen, c'est le repli derrière des frontières, un nationalisme exacerbé, une xénophobie par rapport à tout ce qui est étranger. La souveraineté populaire, mon obsession, ça veut dire que on ne peut pas imaginer une construction politique qui contourne ce que les gens veulent. Voilà. La souveraineté populaire, c'est mon obsession, dit Éric Coquerel. Ça vous inquiète quand vous entendez ça? Mais non, mais attendez, vous faites des parallèles. Le Pen, c'est pas Mélenchon, et Le Pen, c'est pas Coquerel. D'abord parce qu'ils ont une vision. C'est vous qui dites que le nationalisme de droite ou de gauche, ça aboutit au nationalisme. J'ai bien entendu ce que j'ai dit, mais là en l'occurrence, j'ai dit que prendre le risque du nationalisme de gauche, ça finit en nationalisme. Et donc, je le dis, je le maintiens, mais ce que vous faites des parallèles sur notamment la question de la souveraineté populaire, de quoi on parle? Le fait d'être souverain, c'est quoi? C'est tout simplement, effectivement, d'être maître de son propre destin. De quitter l'Europe. Non, mais c'est à condition que cette décision soit prise souverainement et que le peuple français la prenne elle-même, ce qui est loin d'être le désir du peuple français. Ce qui me semble important de dire au moment où les élections européennes approchent, c'est que la pire des choses, il y a trois complices potentiellement dans cette affaire. C'est Macron d'un côté qui dit nous sommes les pro-européens. Alors maintenant, les progressistes, s'est-il rebaptisé lui-même? C'est beaucoup plus pratique parce que personne n'aurait considéré que c'était très progressiste, ce qu'il fait depuis un an. Mais il y aurait les Européens et les anti-Européens. Et les deux autres complices, effectivement, ce pourrait être Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui disent effectivement c'est ça le clivage. Mais c'est pas ça le clivage. La réalité devrait être, à l'occasion des élections européennes, qu'est-ce qu'on fait en Europe? Est-ce qu'on continue à faire des choix qui reposent essentiellement sur des discussions entre chefs de gouvernement et qui participent en gros politique d'austérité, concurrence fiscale, concurrence sociale? Est-ce qu'on continue en cette voie-là? Ou est-ce qu'on se donne les moyens d'engager la transition écologique au niveau européen parce que c'est la seule bonne échelle pour éviter le scénario d'un réchauffement à plus de 2 degrés? Est-ce qu'on se donne les moyens d'avoir une politique d'accueil à l'égard des migrants plutôt que de financer en Turquie, en Grèce, en Turquie, en dehors de l'Europe, en Grèce ou en Italie, la prise en charge des migrants dans des conditions qui sont des conditions indignes de l'humanité? Est-ce qu'on met en œuvre une stratégie de convergence sociale? Ce devrait être ça le débat. Or, aujourd'hui, certains acteurs s'entendent pour résumer ce débat en un référendum pour ou contre Macron et un référendum pour ou contre l'Europe. Ça, je le dis, la responsabilité d'Emmanuel Macron, elle est immense dans cette affaire, parce qu'il se détourne du vrai débat européen. Pourquoi? Parce qu'il est mal à l'aise, parce qu'il a échoué dans son couple avec Angela Merkel à réorienter la construction européenne, parce qu'il échoue à ce qu'aujourd'hui,
la construction européenne se traduise par des progrès. Et il le sait d'autant mieux que la France est responsable, par exemple, de la non-application de la directive sur le congé parental. Il y avait un progrès qui venait là. La possibilité de mieux rémunérer le congé parental. Formidable, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une directive qui améliore la condition d'existence des citoyens européens. Qui s'y oppose? Oui, la France. Et d'autres pays. Oui, mais la France, on peut parler, Madame Schiappa nous parle de l'égalité femmes-hommes. Pour des raisons de finances publiques. Oui, mais pour des raisons de finances publiques. Ça fait 20 ans que vous en parlez à la radio, donc ça existe. Oui, mais ça existe, mais en même temps, vous avez le président qui correspond à vos vœux, en tout cas sur le plan intellectuel. Il n'a pas beaucoup amélioré la situation. J'observe. Mais non, mais en tout cas du point de vue de la dette, le reste, je ne sais rien. Mais bref, mais voilà. Mais pour le coup, la France a frondé sur cette question-là. Et on se retrouve avec un progrès qui pouvait venir et qui ne vient pas. Je veux simplement vous dire que, on a des choix politiques qui ont été faits. Ils mériteraient d'être débattus, mais on va nous servir à un débat tout simplement entre Européens et pro-Européens. Il y a une troisième force qui a vocation à exister lors de ces élections européennes et que nous incarnerons. Vous avez répondu longuement, de façon complète sur le fond. Mais vous n'avez pas répondu sur la forme. Le ton de Jean-Luc Mélenchon n'est pas très aimable à votre sujet. Oui, non, mais moi, vous savez... ça vous dérange pas? Non, mais... On lui passe tout à Mélenchon. Aquila non capit muscas, voilà. Vous faites la traduction en... L'aigle n'attrape pas les mouches. Moi, ça ne m'intéresse pas, ce genre de... L'aigle n'attrape pas les mouches. Ouais, c'est du latin, oui. Mais ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas y répondre. Qui est l'aigle dans le... Non, mais ça ne m'intéresse pas de rentrer dans ces polémiques-là. Sinon, c'est pas une sorte de polémique, c'est juste... Il vous appelle pauvre homme à la télévision. Oui, voilà. Écoutez, si c'est sa liberté, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais ça dit la difficulté qu'a la gauche, parce qu'aujourd'hui, vous tourneriez plus naturellement vers la France insoumise que vers le Parti socialiste, et ça dit la difficulté qu'a la gauche à construire quelque chose. Non, mais alors ce point-là, Jean-Michel Apathy, on est encore... La gauche, c'est une famille polytraumatisée. Alors, stop. La gauche est une famille polytraumatisée. Et on enchaîne après, si vous voulez. Et on va revenir sur le polytraumatisme. Voilà, merci de patienter une minute. Le temps pour nous tous de découvrir l'essentiel de l'info avec Claire Flochel. Il est 8h50. Un début d'été plus chaud et davantage de morts par noyade. Conclusion d'un rapport de Santé publique France publié aujourd'hui. 50 morts en un mois. La moitié des victimes a plus de 45 ans et meurt en mer. Ambiance électrique hier au sommet de l'OTAN. Comme il l'avait annoncé, Donald Trump a mis la pression sur les Européens. Le président américain qui a demandé le doublement de leurs dépenses consacrées à la défense. Les pays de l'Alliance Atlantique se sont engagés à déjà respecter les 2% du PIB. Après Bruxelles, Donald Trump maintenant attendu à Londres, première visite du président américain au Royaume-Uni depuis son arrivée au pouvoir. Une visite de 4 jours. Il rencontrera la première ministre Theresa May puis la reine. Demain, plus de 50 000 opposants à Donald Trump sont attendus dans les rues de Londres. Et puis ce sera donc France-Croatie. Les Croates rejoignent les Bleus en finale de la Coupe du Monde. Ils ont battu les Anglais en prolongation 2-1 hier soir. C'est la première fois que les Croates se hissent en finale. Ce sera 20 ans après la demi-finale perdue face aux Bleus en 1998. France Info. Benoît Hamon, ancien ministre, membre fondateur du mouvement Génération et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Donc la gauche est polytraumatisée. Nous étions interrompus à cet endroit. Elle est polytraumatisée pour longtemps, sans doute. Non, mais je ne pense pas qu'elle le soit pour si longtemps que cela, mais elle a besoin de se réinterroger aujourd'hui sur les solutions qu'elle veut mettre en œuvre. On a beaucoup parlé d'identité, et d'ailleurs, vous voyez aujourd'hui, beaucoup de partis politiques se replient sur leur identité. Qu'est-ce que c'est qu'être un vrai socialiste? Doit-on être vrai communiste pour aller aux européennes? Les écologistes, doivent-ils être des vrais écologistes aussi, etc. Bon, on s'interroge beaucoup sur ce que l'on est, et un peu moins sur les solutions que l'on veut mettre en œuvre. Mais pourquoi avons-nous déçu? Parce que, pour faire vite, les solutions que la gauche proposait s'apparentaient ou à des solutions de droite, ou étaient inefficaces à régler les problèmes concrets des Français. Or, moi, ce qui me semble aujourd'hui, ce que nous voulons incarner à Génération, c'est justement être le parti des solutions. On ne veut pas se retrouver dans la situation de dire voilà ce que nous sommes, et par exclusion de dire tout ce que nous ne sommes pas, et nous serions la gauche pure. Moi, je ne revendique pas cela. Et ni vis-à-vis de la France Insoumise, ni vis-à-vis du Parti Socialiste, ni vis-à-vis de qui que ce soit, nous essayons, sur la question écologique, sur la question du rapport au travail. Je suis très frappé, je vous disais polytraumatisé. C'est très frappant de voir comment aujourd'hui, un certain nombre de dirigeants
de gauche ont encore un rapport au travail très daté, qui finalement s'appuie sur de vieilles analyses marxistes de ce que serait le travail et ne voient pas que la révolution numérique, la financiarisation du capital doit nous amener aujourd'hui à essayer de penser le travail différemment, surtout s'il y en a moins, et de la façon dont on permet aux citoyens, s'il y a moins de travail, de continuer à s'épanouir et à s'émanciper. Quand nous avons proposé, nous, le revenu universel d'existence, effectivement, c'est pas seulement sur le plan intellectuel, c'est philosophiquement un changement de rapport au travail. Nous disons, notre existence ne peut plus être liée à un revenu lui-même lié au travail. Sur ces questions-là, je pense qu'il faut continuer à avancer et nous formulons des propositions. Sont assez archaïques et n'arrivent pas à comprendre les enjeux de votre proposition. Moi, je pense que ça progresse. Quand 13 présidents de conseils départementaux expérimentent le revenu de base, ça progresse. Mais il me semble que ce sont à travers ces questions-là, questions écologiques, le rapport au travail et à la démocratie, que la gauche se régénérera et qu'elle sortira de cette phase un peu polytraumatisée dans laquelle elle est, où on se jette des noms d'oiseaux en permanence au visage. La question écologique que vous mettez souvent en avant aurait pu vous conduire à un accord, à un travail en commun avec les écologistes. Et là aussi, visiblement, le fil est coupé. Non, il n'est pas coupé. Non, il n'est pas coupé. Et non, mais ne tirez pas de conclusion trop hâtive. Il n'est pas coupé. Et moi, je souhaite et je continue à dire qu'il faut que nous incarnions collectivement aux européennes une liste en commun. Je le dis parce qu'il me semble qu'on ne peut pas décréter l'urgence écologique et partir en ordre dispersé aux élections. C'est aussi simple que cela. Il y a besoin aujourd'hui que cette force-là soit puissante au Parlement européen. Sinon, évidemment, on se dirait il y a de l'écologie, un peu d'écologie dans le programme de M. Macron, il y en a dans le programme de M. Mélenchon, dans le programme des socialistes, le programme de Génération. L'écologie partout, mais des écologistes nulle part. Et surtout pas au Parlement européen. Parce qu'il serait liste commune avec les écologistes, Yannick Jadot par exemple, est toujours d'actualité. On a cru comprendre que la porte était fermée de leur côté. Je pense qu'elle n'est pas fermée. En tout cas, moi, je ferai tout pour qu'elle se réouvre. Moi, ça n'aurait pas beaucoup de sens, au bout du compte, qu'on pense à peu près la même chose et qu'on y aille en ordre dispersé. Dans ce cas-là... c'est les sondages qui ont l'air d'influencer Europe Écologie tout seul. Il faudrait un résultat qui les satisfont. Oui, mais peut-être que ces sondages qui ont déjà commencé à évoluer les amèneront, en tout cas certains d'entre eux, à changer d'avis. En tout cas, c'est pas là-dessus que... En tout cas, moi, je souhaite... au-delà des appareils, puisque je ne vais pas me noter à des appareils, quels qu'ils soient, je souhaite qu'on reprenne nos responsabilités. On ne peut pas aujourd'hui constater que la biodiversité est en train de disparaître dans beaucoup de nos régions, constater que la cupidité, l'appât du gain amène à ce qu'en Guyane, la montagne d'or, on mette du cyanure dans la forêt amazonienne contre la vie des Guyanais pour aller chercher de l'or et avec des bénéfices qui sont des bénéfices très douteux sur le plan économique pour les régions concernées. Je souhaite que sur la question climatique, on regarde la situation en face pour se dire, voilà, il y a trop d'urgence pour qu'on se paye le luxe de jouer chacun de notre côté au motif qu'on serait d'un côté les vrais écolos, d'autres les moins vrais écolos, etc. etc. Voilà. Est-ce qu'il y a une personne consensuelle qui pourrait réunir des partis, des gens qui ont visiblement du mal à discuter, à s'entendre? Tout le monde à gauche parle de Christiane Taubira. On l'écoute. Notre part, c'est pas de venir répéter inlassablement, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. 24 000 personnes en détresse, femmes, enfants et hommes, ça n'est pas toute la misère du monde. Voilà, nous avons pris cet extrait parce qu'il symbolise bien ce qu'est aujourd'hui Christiane Taubira, une sorte de conscience au-dessus des partis de gauche. Vous espérez la convaincre d'aller au combat pour les élections européennes? Mais ça dépend... Écoutez, elle prendra, mais moi je la connais bien, je lui parle, donc et vous essayez de la convaincre de garder pour moi nos discussions. Elle prendra les décisions qu'elle veut. Elle serait évidemment très précieuse dans le combat européen, d'abord parce qu'elle est une européenne de cœur et de conviction, mais elle serait très précieuse. Pourquoi? Parce que on voit bien que c'est le projet européen qui est menacé, que le compte à rebours il est déclenché. Si on continue avec des politiques libérales, on aura le nationalisme et on aura le démantèlement de l'Europe. D'ailleurs, qui ne voit pas qu'il a commencé? Qui ne voit pas que en Italie, qui ne voit pas qu'en Hongrie, qui ne voit pas qu'en Pologne, c'est l'affaissement du projet européen auquel on assiste. La réalité, c'est ça. Le compte à rebours est déclenché. Donc, moi, je souhaite que toutes les personnalités qui pensent que le projet européen, pour ce qu'il porte, est trop important pour le laisser à M. Macron ou ou le laisser se déchirer sous le coup des différentes offensives nationalistes un peu partout. Et donc, vous espérez la convaincre Écoutez, je sais pas, j'espère la convaincre. Elle a déjà répondu pour partie. Si elle change d'avis,
à la rentrée, vous le saurez. Mais bon, on n'en est pas là. Moi, je suis pas devin. Elle a votre téléphone. Pardon ? Oui, si elle change d'avis, elle a votre téléphone, elle pourra vous le dire. Voilà, exactement. Bon, mais enfin, en tout cas, on voit que le chantier... Ou le vôtre, peut-être, même aussi. Peut-être qu'elle vous le donnera. Oui, pourquoi pas. Oui, si elle veut m'appeler, il n'y a pas de problème. Je lui répondrai avec plaisir. Bon, en tout cas, voilà. Donc, à suivre pour ces épisodes. Ces élections européennes ne sont pas faciles à préparer. Et on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Benoît Hamon. Merci beaucoup, Toussaint. Et merci à Jean-Michel Apathy. Mais merci à vous. J'étais ravi de passer 2 ans à France Info et cette dernière année avec vous, Bruce. C'était en effet votre dernière interview sur France Info. Bravo pour ces 2 saisons. Et à mon tour, je vous dis que j'étais très heureux de faire équipe avec vous tous les matins. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Pour votre nouvelle aventure professionnelle à la rentrée. Bonne chance à vous aussi. Bonne journée.